Bonjour à tous, je vous lis la suite du livre Belle Amie de Guy de Maupassant. J'en étais ici. Un grand rire s'éleva d'abord dans le public de la salle d'armes, puis le désir de danser s'éveillant chez les femmes, elles cessèrent de s'occuper de ce qui se passait sur l'estrade, et se mirent à parler tout. On trouvait drôle cette idée de bal organisée par les retardataires. Il ne devait pas s'embêter cela. On aurait bien voulu être au-dessus. Mais de nouveaux combattants s'étaient salués, et ils tombèrent en garde avec tant d'autorité que tous les regards suivaient leur mouvement. Ils se fendaient et se relevaient avec une grâce élastique, avec une vigueur mesurée, avec une telle sûreté de force, une telle sobriété de geste, une telle correction d'allure, une telle mesure dans le jeu que la foule ignorante fut surprise et charmée. Leur promptitude calme, leur sage souplesse, leurs mouvements rapides, si calculés, qu'ils semblaient lents, attiraient et captivaient l'œil par la seule puissance de la perfection. Le public sentit qu'on voyait là une chose belle, rare, que deux grands artistes dans leur métier lui montraient ce que l'on pouvait voir de mieux, tout ce qu'il était possible à 2 mètres de déployer d'habileté, de ruse, de science raisonnée et d'adresse physique. Personne ne parlait plus tant on les regardait. Puis, quand ils se furent serrés la main, après le dernier coup de bouton, des rires éclatèrent, des hurrahs. On trépignait, on hurlait. Tout le monde connaissait leur nom, c'était Sergent et Ravignac. Les esprits exaltés devenaient querelleurs. Les hommes regardaient leurs voisins avec des envies de dispute. On se serait provoqué pour un sourire. Ceux qui n'avaient jamais tenu un fleurin en leurs mains esquissaient avec leurs cannes des attaques et des paranes. Mais peu à peu, la foule remontait par le petit escalier. On allait boire, enfin. Ce fut une indignation quand on constata que les gens du bal avaient dévalisé le buffet, puis s'en étaient allés en déclarant qu'il était malhonnête de déranger 200 personnes pour ne rien leur montrer. Il ne restait pas un gâteau, pas une goutte de champagne, de sirop ou de bière, pas un bonbon, pas un fruit, rien du tout. Ils avaient saccagé, ravagé, nettoyé tout. On se faisait raconter les détails par les servants qui prenaient des visages tristes et en cachant leur envie de rire. Les dames étaient plus enragées que les hommes, affirmait-il, et avaient mangé et bu à se rendre malades. On aurait cru entendre le récit de survivants après le pillage et le sac d'une ville pendant l'invasion. Il fallut donc s'en aller. Des messieurs regrettaient les 20 francs donnés à la quête. Ils s'indignaient que ceux d'en haut eussent ripayé, sans rien payer. Les dames patronnesses avaient recueilli plus de 3000 francs. Il resta, tout frais payé, 220 francs pour les orphelins du 6e arrondissement. Du roi, escortant la famille Walter, attendait son landau. En reconduisant la patronne, comme il se trouvait assis en face d'elle, il rencontra encore une fois son œil caressant et fuyant qui semblait troublé. Il pensait, pigre, je crois qu'elle mord, et il souriait en reconnaissant qu'il avait vraiment de la chance auprès des femmes, car Madame de Marelle, depuis le recommencement de leur tendresse, paraissait l'aimer avec frénésie. Il rentra chez lui d'un pied joyeux. Madeleine l'attendait dans le salon. « J'ai des nouvelles, dit-elle. L'affaire du Maroc se complique. La France pourrait bien y envoyer une expédition d'ici quelques mois. Dans tous les cas, on va se servir de ça pour renverser le ministère. Et la Roche profitera de l'occasion pour attraper les affaires étrangères. » Du roi, pour taquiner sa femme, feignit de n'en rien croire. On ne serait pas assez fou pour recommencer la bêtise de Tunis. Mais elle haussait les épaules avec impatience. « Je te dis que si, je te dis que si. Tu ne comprends donc pas que c'est une grosse question d'argent pour eux. Aujourd'hui, mon cher, dans les combinaisons politiques, il ne faut pas dire chercher la femme, mais chercher l'affaire. » Il murmura « Pas » avec un air de mépris pour l'exciter. Elle s'irritait. « Tiens, tu es aussi naïf que Forestier. » Elle voulait le blesser et s'attendait à une colère, mais il sourit et répondit « Que ce cocu de Forestier !» Elle demeura saisie et murmura « Oh, Georges !» Il avait l'air insolent et railleur, et il reprit « Eh bien quoi? Me l'as-tu pas avoué l'autre soir que Forestier
Forestier était cocu. Et il ajouta, pauvre diable, sur un ton de pitié profonde. Madeleine lui tourna le dos, dédaignant répondre. Puis, après une minute de silence, elle reprit. Nous aurons du monde mardi. Madame Laroche-Mathieu viendra dîner avec la comtesse de Percemur. Veux-tu inviter Rival et Norbert de Varenne? J'irai demain chez Madame Walter et de Marelle, chez Mesdames Walter et de Marelle. Peut-être aussi aurons-nous Madame Rissolin. Depuis quelque temps, elle se faisait des relations, usant de l'influence politique de son mari pour attirer chez elle, de gré ou de force, les femmes des sénateurs et des députés qui avaient besoin de la vie, de l'appui, de la vie française. Duroy répondit. Très bien, je me charge de Rival et de Norbert. Il était content et il se frottait les mains car il avait trouvé une bonne scie pour embêter sa femme et satisfaire l'obscure rancune, la confuse et mordante jalousie née en lui depuis leur promenade au bois. Il ne parlerait plus de Forestier sans le qualifier de cocu. Il sentait bien que cela finirait par rendre Madeleine enragée. Et 10 fois pendant la soirée, il trouva moyen de prononcer avec une bonhomie ironique le nom de ce cocu de Forestier. Il n'en voulait plus aux morts, il le vengeait. Sa femme feignait de ne pas entendre et demeurait en face de lui, souriante et indifférente. Le lendemain, comme elle devait aller adresser son invitation à Madame de Walter, il voulut la retrouver. Non, il voulut la devancer pour trouver seule la patronne et voir si vraiment elle en tenait pour lui. Cela l'amusait et le flattait, et puis, pourquoi pas, si c'était possible. Il se présenta à boulevard Malherbe dès 2 heures. On le vit entrer dans le salon. Il attendit. Madame Walter parut, la main tendue avec un empressement heureux. Quel bon vent vous amène? Aucun bon vent, mais un désir de vous voir. Une force m'a poussé chez vous, je ne sais pourquoi. Je n'ai rien à vous dire. Je suis venu, me voilà. Me pardonnez-vous cette visite matinale et la franchise de l'explication. Il disait cela d'un ton galant et badin, avec un sourire sur les lèvres et un accent sérieux dans la voix. Elle restait étonnée, un peu rouge, balbutiant. Mais vraiment, je ne comprends pas. Vous me surprenez. Il ajouta. C'est une déclaration sur un air gai, pour ne pas vous effrayer. Ils s'étaient assis l'un près de l'autre. Elle prit la chose de façon plaisante. Alors, c'est une déclaration sérieuse? Mais oui. Voici longtemps que je voulais vous la faire, très longtemps même. Et puis, je n'osais pas. On vous dit si sévère, si rigide. Elle avait retrouvé son assurance. Elle répondit. Pourquoi avez-vous choisi aujourd'hui? Je ne sais pas. Puis, il baissa la voix. Ou plutôt, c'est parce que je ne pense qu'à vous depuis hier. Elle balbutia, pâlit tout à coup. Voyons, assez d'enfantillage, et parlons d'autre chose. Mais il était tombé à ses genoux si brusquement qu'elle eut peur. Elle voulut se lever. Il la tenait assise de force, et ses 2 bras enlacés à la taille, il répétait d'une voix passionnée. Oui, c'est vrai que je vous aime follement depuis longtemps. Ne me répondez pas. Que voulez-vous, je suis vous, je vous aime. Oh, si vous saviez comme je vous aime. Elle suffoquait, haletait, essayait de parler et ne pouvait prononcer un mot. Elle le repoussait de ses 2 mains, l'ayant saisi aux cheveux pour l'empêcher. L'approche de cette bouche qu'elle sentait venir vers la sienne. Et elle tournait la tête de gauche, de droite à gauche et de gauche à droite d'un mouvement rapide, en fermant les yeux pour ne plus le voir. Il la touchait à travers sa robe, la maniait, la palpait, et elle défaillait sous cette caresse brutale et force. Il se releva brusquement et voulut l'étreindre, mais libre une seconde, elle s'était échappée en se rejetant en arrière, et elle fuyait maintenant de fauteuil en fauteuil. Il jugea ridicule cette poursuite, et il se laissa tomber sur une chaise, la figure dans ses mains, en feignant des sanglots convulsifs. Bon, on passera sur une scène qui est quand même très limite d'un point de vue des femmes, parce que bon, on la force à faire un truc qu'elle veut pas, mais voilà. À l'époque, ça paraissait normal. Puis il se redressa, cria « Adieu, adieu !» et il s'enfuit. Il reprit tranquillement sa canne dans le vestibule et gagna la rue en se disant « Christi, je crois que ça y est.
et il passa au télégraphe pour envoyer un petit bleu à Clotilde, lui donnant rendez-vous le lendemain. En rentrant chez lui, à l'heure ordinaire, il dit à sa femme: « Eh bien, as-tu tout ton monde pour le dîner ?» Elle répondit: « Oui, il n'y a que Madame Walter qui n'est pas sûre d'être libre. Elle hésite, elle m'a parlé de je ne sais quoi, d'engagement, de conscience. Enfin, elle m'a eu l'air très drôle. N'importe, j'espère qu'elle viendra tout de même. » Il haussa les épaules. « Et oui, parbleu, oui, elle viendra. » Il n'en était pas certain, cependant, et il demeura inquiet jusqu'au jour du dîner. Le matin même, Madeleine reçut un petit mot de la patronne. « Je me suis rendue libre à grand-peine et je serai des vôtres. Mais mon mari ne pourra pas m'accompagner. » Du roi pensa: « J'ai rudement bien fait de ne pas y retourner, la voix calmée. » La voilà calmée. Attention. Voilà, je m'arrête ici avant ce dîner et je vous lirai la suite